Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Yann Gaël Amgar, directeur de l'URSSAF Caisse nationale, ex-ACOS, pour ceux qui le connaissent. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Merci de nous recevoir, de nous accueillir, d'échanger un petit peu avec vous ce matin. On va parler un petit peu de la dynamique de cette fin d'année avec les différents agrégats que l'URSSAF fait paraître chaque mois, qui sont très intéressants et qui sont, on l'écrit souvent dans l'espace européen, vraiment un indicateur, une boussole pour l'économie française et donc des perspectives qui en découlent. Et le gros du sujet sera de parler un peu avec vous des coches parce que ça occupe un peu l'esprit de tout le monde dans les réseaux, mais pas que dans les réseaux, avec à la fois un bilan de celle qui s'écoule et les perspectives de la prochaine qui couvrira la période, si je ne dis pas de bêtises, 2023-2027. D'abord, monsieur le directeur, on voit les chiffres que vous faites paraître. Alors, on a les chiffres, alors peut-être des plus récents, on était un peu à fin août. On voit quand même que globalement, que ce soit sur les déclarations d'embauche, sur les effectifs salariés, il y a quand même la tendance pour fin 2022 est quand même très positive. Alors effectivement, dans les chiffres que nous suivons et que nous publions, aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut entendre en termes de contexte, international, et par ailleurs de difficultés, énergétiques et de contexte d'inflation, nous, les indicateurs que nous voyons sont bien orientés. C'est le cas pour les embauches. Si on compare, par rapport à février 2020, donc le dernier mois avant la crise Covid, on est 15,8 au-dessus pour les CDI, du niveau d'embauche qu'on avait avant la crise. Bon, la masse salariale est aujourd'hui 9,5 au-dessus de ce qu'elle était, avant la crise. Le chômage partiel est revenu à des niveaux, très, très proches de ce qu'on avait, avant la crise. Sur un indicateur qui nous intéresse tout particulièrement, qui est celui des, impayés à la fin de chaque mois, Tout à fait. heu, là aussi, on est revenu à un niveau extrêmement proche de ce qu'on avait avant la crise, alors même qu'on n'avait pas encore repris, les procédures, de recouvrement. Alors, nous, il y a un sujet qu'on suit tout particulièrement avec attention, c'est aussi la manière dont les entreprises, apurent la dette qu'elles ont conclue avec l'URSSAF pendant, la crise sanitaire. Et finalement, sur cette dette que l'entreprise avait accumulée en gros entre mars 2020 et 2021, il y a 1 an, il y avait quasiment 23 milliards de dettes. Aujourd'hui, cette dette a été remboursée, je dirais à 40 puisqu'on est à en gros à 13,5 milliards, de dettes résiduelles sur la période 2020-21. Donc voilà, on a clairement des indicateurs bien orientés. Alors un indicateur qu'on ne publie pas parce qu'il est plus interne, mais sur lequel on communique assez volontiers, c'est sur les plans d'apurement justement qu'on a mis en place avec les entreprises pour, apurer cette dette Covid. Ces plans d'apurement sont respectés à 80. Et d'ailleurs, aujourd'hui, une part importante des entreprises a déjà fini de rembourser, ces dettes Covid. Donc, on a plutôt des indicateurs très encourageants, que ce soit sur l'emploi, l'embauche, les salaires et aussi sur la trésorerie des entreprises. N'y a-t-il pas quand même une inquiétude? Il y a d'autres indicateurs que vous publiez qui sont, je tiens à préciser, vraiment, c'est vraiment remarquable tous les indicateurs que vous publiez. Sur les liquidations judiciaires, sur les plans de sauvegarde, on sent que les chiffres, par contre, sont en forte augmentation. C'est quoi? C'est la captation, c'est entre guillemets l'information qui remonte plus facilement, ou c'est qu'il y a une vraie tendance de fond sur certains pans de nos entreprises à être en grave difficulté? Bah, c'est surtout que, ça remonte, mais parce qu'en fait, en 2020-21, on était tombé à des niveaux historiquement bas. D'accord. Dire qu'entre, l'avant Covid et la période, de crise sanitaire, le nombre de procédures collectives a été divisé par 2. Alors pourquoi? Parce que tout le monde, y compris l'URSSAF, tout le monde a suspendu ses procédures. Bien sûr. Et donc là, à mesure que justement l'économie, se normalise, les créanciers reprennent leurs procédures. Donc c'est normal que ça reparte, mais malgré tout, on reste à des niveaux de procédures collectives qui sont inférieurs à ce qu'on avait, avant la crise. D'accord. Donc, on n'a pas pour l'instant, en tout cas, un effet boomerang sur toute la conjoncture économique internationale. Pour l'instant, ça ne se ressent pas Pour l'instant, effectivement, on a géré un peu cet écart, un peu ce paradoxe entre un contexte, international qui, est préoccupant et pour l'instant, honnêtement, une bonne résilience, de l'économie française dans, ce qu'on voit sur l'emploi ou la trésorerie des entreprises. Bon, touchons du bois en espérant que ça dure le plus longtemps possible, évidemment. Sur le bilan de la COG, pour changer entre guillemets, mais pas que, quoique, sur la COG 2018-2022, qui se termine donc à la fin de cette année,
Est-ce qu'on peut déjà rappeler les principaux axes? De mémoire, c'était quand même travailler plus sur l'offre aux entreprises, pérenniser les modèles de recouvrement et aussi un peu adapter entre guillemets, le fonctionnement interne à la cause. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on s'était donné déjà deux grandes priorités sur cette COG. C'était d'une part l'offre de services aux entreprises et enfin, je dirais à l'ensemble des usagers de l'URSSAF, entreprises ou non entreprises, parce qu'on a des usagers qui aujourd'hui sont largement diversifiés, qu'il s'agisse alors des travailleurs indépendants, c'était un enjeu très fort Ouais. que de savoir mettre en place une offre de service dédiée aux travailleurs indépendants, mais on a aussi un public avec qui on développe de nouveaux services qui sont tout public de l'emploi à domicile, et puis des publics plus divers qu'on a repris, comme par exemple les artistes auteurs. Tout à fait. On avait un fort enjeu de mise à niveau de notre offre de services pour qu'elle soit plus personnalisée, plus proactive et par ailleurs plus à l'état de l'art en termes de digitalisation de ces services et en prenant en charge, le cas échéant, ce qu'on a fait avec les indépendants, le fait d'avoir une offre de service qui va plus loin que les seuls besoins, je dirais, du recouvrement. C'est ce qu'on a fait pour les indépendants avec la démarche d'accueil commun, ou encore la démarche HELP de coordination des interventions dans les situations de précarité. L'autre grande attente par rapport à cette coche, c'était les transferts de collecte, unification du recouvrement au sein des URSSAF. Alors même si les choses se sont considérablement accélérées après l'adoption de la COG, bon, si on prend déjà ces deux attentes, on considère qu'on est finalement au rendez-vous de ce qui est attendu, c'est-à-dire qu'on a globalement tenu notre feuille de route, que ce soit sur l'offre de service, sur les transferts de collecte. Après, le fait marquant de cette COG, c'est l'ampleur de tout ce qui n'était pas prévu dans la COG. Oui, tout à fait. Alors, c'est normal qu'on ne puisse pas tout prévoir dans une COG, on n'a pas l'histoire, et forcément, en 5 ans, il se passe beaucoup de choses qu'on n'a pas prévues à un moment donné. Mais c'est vrai que, s'agissant de cette COG, ça constituait une ampleur inégalée, alors, avec deux grandes thématiques. D'une part, là aussi, des nouvelles missions qui nous étaient confiées, qui n'avaient pas été prévues dans la COG, qu'il s'agisse des transferts de collecte, résultant notamment de la LFSS pour 2020, Mhm. euh, qu'il s'agisse par exemple aussi de l'avance immédiate du crédit d'impôt au service à la personne, qu'on a déployé cette année. Bon. Et puis, l'autre fait marquant qui n'est pas prévu dans la COG, c'est la crise sanitaire. Oui, ça, Euh, personne ne l'a vu. avec tout ce que ça a supposé comme adaptation et transformation interne. Au total, aujourd'hui, alors même que certains avaient pu s'inquiéter, soit du fait que les nouveaux projets auraient un effet un peu d'éviction par rapport à ce qui est prévu dans la COG, soit que cette crise sanitaire nous empêcherait de faire ce qui est prévu dans la COG, globalement, on est au rendez-vous de nos engagements. C'est-à-dire que les projets qu'on avait prévus de mener au cours de la COG ont été, pour l'essentiel, menés. Alors, il peut y avoir parfois un décalage de 3 mois, 6 mois sur tel ou tel projet, ce qui honnêtement n'est pas dramatique quand on est sur une programmation à 5 ans. Tout à fait. Sur les indicateurs, on est au rendez-vous, mais de réserve. Mais ce côté, bien entendu, ce qui concerne le taux de recouvrement, qui a bien entendu été très fortement impacté par la crise. Oui. Et voilà, je pense que C'est c'est un peu, biaisé, oui, tout à fait. voilà, c'est presque, j'enfonce une porte ouverte en disant cela. Donc voilà, sur les indicateurs, comme sur les engagements de la COG, on est au rendez-vous. Et par ailleurs, on a réussi à prendre en charge ces nouvelles missions. Par exemple, l'avance sur le crédit d'impôt service à la personne, c'est 300 000 ménages qui en bénéficient dès à présent. Les transferts de collecte, on a repris chaque année à peu près 2 ou 3 nouvelles missions de collecte. En 2022, on a encore repris, par exemple, les cotisations retraite de la CNIEG et la contribution de formation professionnelle, taxe d'apprentissage. Tout à 10 fait. milliards de collectes supplémentaires repris. Euh, donc voilà, on a été rendez-vous à la fois sur ce qui était dans la COG et sur ce qui est venu, qui n'était pas prévu. Oui, vous avez fait preuve davantage de souplesse. Et justement, là-dessus, il y avait un point, vous l'avez abordé, c'est l'intégration du régime indépendant. Ça avait été un dossier très lourd en début de COG, parfois complexe. Il y a eu des situations un peu compliquées sur le terrain. C'est ce qui est normal, forcément. Intégrer un régime entier dans le régime général a été une épreuve parfois traumatisante, on va dire, pour certains. Comment vous, maintenant qu'on a un peu plus de recul, on a quasiment 2, 3 ans sur ce mouvement, est-ce que le bilan est globalement est positif? Vous avez vraiment perçu que l'intégration s'est fait tant du point de vue du cotisant que des équipes qui suivaient ça plutôt bien? Euh, Très clairement, je crois même que sur le RSI, il y a un peu un effet train qui arrive à l'heure.
C'est-à-dire qu'en fait, on en a vivement beaucoup parlé, à juste titre, il y a 4 ans, il y a 5 ans, lorsque c'était en préparation et finalement, une fois que ça a été fait, comme ça s'est bien passé pour les collaborateurs comme pour les usagers et qu'après il y avait la crise sanitaire, finalement, on en a pu parler. Donc on a pu parler, en fait, parce que ça s'est bien passé. Alors, très franchement, du point de vue, social, puisque vous l'évoquez, Mmh. heu, je crois qu'on a été assez exemplaires en termes, d'accompagnement des collaborateurs concernés. C'est-à-dire que ce soit notamment dans le soin mis pour, donner la possibilité aux collaborateurs d'être positionnés avec un dispositif où quand même, je crois que dès les premiers entretiens, 98 ou plus des collaborateurs avaient Obtenu leur souhait, ouais. voilà, Même avaient obtenu leur souhait et finalement, on s'est rendu compte que pour la plupart des collaborateurs, ils changeaient pas de métier, donc il y avait pas vraiment de difficulté. Que ce soit après en termes d'anticipation, de formation qui ont été mises en place, là aussi je pense qu'on a été assez exemplaires. Alors, la crise sanitaire n'a pas forcément permis en 2020 de poursuivre les formations, des nouveaux collaborateurs comme on l'aurait souhaité, mais voilà, du coup, on a un peu échelonné les choses et on est sur un accompagnement de la durée. Donc, mais je pense qu'en termes social, ça a été assez exemplaire et en termes, de satisfaction des usagers, bah, on a des baromètres, hein, qui en témoignent, hein. On a une bonne situation des indépendants sur la réforme, sur le service qu'on a rendu. Je pense que très sincèrement, tout ce que l'URSSAF a fait en 2020, pour les indépendants, que ce soit les reports, d'échéances, que ce soit, la manière dont on a su faire un peu de la dentelle dans la reprise, des prélèvements, différenciés sur les territoires, les secteurs, dans la mise en œuvre massive de l'action sociale. Je rappelle quand même qu'on a versé de l'action sociale à 200 000 indépendants en tout à difficulté fait. au Mmh. cours de l'automne-hiver 2020-21. En fait, tout ça, on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas intégré le RSI au régime général. On n'aurait pas pu le faire avec une organisation bicéphale comme c'était, le cas avant. Tout à fait. Et puis, effectivement, on a montré qu'on savait mettre en place de nouveaux services pour les indépendants, que ce soit, encore une fois, Help. On est allé plus loin que ce que faisait le RSI en termes de guichet unique pour les indépendants ou que ce soit, un certain nombre d'améliorations de l'offre de services parce qu'on a continué, par exemple, à, refondre l'offre de services en ligne pour les indépendants et d'ailleurs, aujourd'hui, vous n'avez qu'à interroger les acteurs, organisations professionnelles ou CPSTI, ils sont satisfaits du travail mené par l'Urssaf en Tout la à fait. matière. Tout à fait. C'est vrai que les retours sont, de leur côté sont plutôt positifs. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est vrai qu'on a l'impression que cette COG on a observé une mutation, une transformation, entre guillemets, de la branche recouvrement, qui est passée d'une branche qui était parfois un petit peu pointée, catégorisée comme le recouvrement, vers une branche que j'appellerais presque de l'accompagnement des acteurs économiques. Vous avez déployé un nombre de services d'accompagnement, de soutien, que ce soit des entreprises secrètes entre guillemets, jusqu'à leur fin de vie, considérable. Justement, il y a une mutation de la culture, entre guillemets, au sein de la branche que vous avez observé un petit peu sur ces 4-5 dernières années. Alors, c'est clairement effectivement le virage qu'on a voulu engager. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'avant, il n'y avait pas non plus de posture Oui, bien d'accompagnement sûr. et d'écoute vis-à-vis, des usagers, hein. Il y avait des dispositifs aussi de sécurisation des entreprises, d'accompagnement qui existaient, y compris sur les difficultés économiques. Mais c'est vrai qu'on a voulu marquer, revendiquer cette dimension. On a voulu aussi le faire un peu différemment, considérant que en tant que service public, on doit en faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Et donc avec le fait d'aller plus loin, notamment sur les créateurs, les jeunes entreprises, la première embauche, les indépendants, donc vers ceux qui sont finalement aujourd'hui les plus éloignés, parfois les plus en difficulté vis-à-vis du administratif. Mhm. Et donc effectivement, ça a été à la fois quand on fait ça, il y a à la fois, heu, des offres de services à construire, des changements d'outils, mais aussi une transformation culturelle à engager. De ce point de vue, la loi droit à l'erreur a été un levier et puis très au-delà, la crise sanitaire a été aussi un formidable accélérateur de cette transformation culturelle parce que ça a conduit tout le réseau et dans toutes les équipes d'ailleurs, y compris dans les équipes de contrôle, dans les équipes, plus régaliennes, à avoir un autre rapport, à l'entreprise et aux travailleurs indépendants et à nos usagers, globalement. D'accord. Et justement, faites un peu le lien. Cette prochaine coche, on imagine qu'elle va s'inscrire dans la continuité. Vous êtes, j'imagine, en cours de négociation avec la DSS, tant sur les objectifs, les missions et éventuellement les moyens, parce qu'il y a toujours un petit peu le nerf de la guerre. Quels sont les principaux, déjà, j'imagine que vous avez déjà défini les principaux axes sur lesquels vous comptez travailler. Quels sont-ils? Et est-ce qu'on peut imaginer que déjà, par exemple, la question du recours, l'accès au droit est centrale dans votre futur plan d'action?
Alors effectivement, on a commencé il y a un peu plus d'1 an d'ailleurs un travail en interne sur cette future COG, avec d'ailleurs aussi une démarche tout à fait innovante, qui était la mise en place de ce grand dialogue avec nos parties prenantes, c'est-à-dire à la fois nos usagers, dans leurs différentes configurations, qu'il s'agisse encore une fois des employeurs, des indépendants, des artistes-auteurs, des salariés à domicile. Mais les parties prenantes, c'était aussi bien entendu nos administrateurs et aussi nos collaboratrices, collaborateurs. Et avec donc un grand dialogue centré sur ce que l'URSSAF peut faire de plus, de mieux, en termes d'accompagnement de ces publics. Alors, vous l'avez dit, cette COG, elle sera assez largement en continuité avec la COG actuelle. Parce que les priorités qu'on identifie d'ores et déjà, elles sont vraiment dans le prolongement de la COG actuelle. Tout d'abord, sous l'angle des services. Donc, ça, c'est le premier axe qui était présent dans la COG actuelle et qui sera dans la COG future. Donc, comment continuer à améliorer le service rendu à nos usagers, à construire de nouveaux accompagnements, garantir à la fois qu'on a un niveau commun minimal de qualité garanti à tous les publics, et puis le fait qu'on sait faire du différencié, du plus pour certains. Autre axe qui sera aussi dans le prolongement de la COG actuelle, c'est aussi la dynamique du transfert de collecte, mais qu'on relie plus globalement à une ambition et une attente très forte, je crois, à la fois des pouvoirs publics et des différents organismes de protection sociale, c'est la fiabilité des données sociales. C'est un sujet qu'on a déjà travaillé dans cette COG et qui va devenir majeur dans la COG future. Voilà, on développe un programme ambitieux de fiabilisation massive des données individuelles, sociales, puisque donc ce sont celles qui, via la DSN, via d'autres secteurs pour les populations hors DSN, servent d'ores et déjà aujourd'hui pendant une prestation et ont vocation demain à servir un champ bien plus large de prestations, avec notamment les chantiers de solidarité à la source. Et nous, on a identifié qu'on a un rôle dans ce chantier. En fait, on a un peu un double rôle dans la question de l'accès au droit, la solidarité à la source. On a un rôle, d'une part, parce qu'on est en entrée, finalement, des données sociales. Et donc, notre rôle, c'est de garantir à l'ensemble des destinataires de la DSN la qualité des données sociales. Donc voilà, on va devoir aller plus loin dans ce travail sur la filiation des données DSN pour nos besoins, pour la retraite, et puis demain pour la CAF et pour d'autres, etc. Et puis, notre rôle aussi, un peu dans le prolongement de ce qu'on a commencé sur HELP, ou dans le cadre de nos conventions avec la CNAF, c'est qu'il y a un certain nombre de populations qui ne sont pas derrière les populations en DSN, pour lesquelles on est un peu le guichet de référence. Et donc pour lesquelles on a vocation à faire de l'accès au droit. Alors, d'une part, en mettant en place des partages de données pour garantir l'automaticité de la délivrance des prestations. C'est ce qu'on a commencé à faire, par exemple, pour les salariés à domicile, pour garantir le bon accès aux IJ, aux allocations chômage. C'est ce qu'on a commencé à travailler avec la CNAF pour faciliter l'ouverture des droits CAF pour les travailleurs indépendants. Et puis, j'ai à côté de ces sujets, des approches qui passent par du flux de données, et ça, c'est indispensable. Il y a forcément derrière un travail humain qui suppose d'identifier, en croisant des données là aussi, les situations de fragilité et de non-recours, et de faire de la promotion des droits. Et donc là aussi, c'est un sujet qui est notamment au cœur de notre convention avec la CNAF. C'est un sujet. Alors, juste un petit point pour ceux qui ne savent pas. Le grand dialogue, c'est pas entre guillemets une boîte, un concept inventé au niveau de la Caisse nationale qui est un bidule, hein. Ça a été un vrai succès, parce que je crois qu'on parle de plus de 100 000 participations quand même. C'est un Oui. sondage ouvert d'une amplitude assez inégale, enfin, excuse-moi, inédite pour la sécurité sociale. Donc, c'est un vrai, entre guillemets, prendre le pouls, entre guillemets, de sa population. Une vraie belle étude. Juste un point aussi, on voit en fait avec ce processus de sécurisation des données, c'est pour faciliter l'accès au droit. J'imagine aussi que derrière, c'est l'air du temps, on en parle souvent, parfois un peu trop caricaturé, mais il ne faut pas le faire. Évidemment, c'est aussi renforcer vos pôles de compétences en termes de lutte contre la fraude. Alors oui, hein, bien entendu. Alors aujourd'hui, on est très présent sur le domaine de la lutte contre la dissimulée. On considère qu'on couvre environ 10% d'une traite dissimulée. Alors, en matière de fraude, le 100% n'existe pas, Bien heureusement, sûr. mais on considère qu'on peut et qu'on doit faire plus. D'ailleurs, on est sur ce sujet depuis plus d'une décennie
dans une logique de progrès permanent, c'est-à-dire que chaque année, on augmente les montants redressés. Et donc, naturellement, au cours de la prochaine COG, on souhaitera poursuivre cette progression en mettant à la fois plus de ressources, en sachant mieux utiliser les données. On a depuis, pour la deuxième année, un dispositif de data mining sur la lutte contre la illégale qui nous permet de mieux cibler nos redressements. Mieux utiliser les données, c'est notamment ce qu'on va faire aussi avec une nouvelle base de données sur les déclarations de détachement qui permet de mieux cibler le risque de fraude de détachement, car on sait que c'est un enjeu très fort, alors à la fois pour les droits des salariés, en termes de concurrence inéquitable entre les entreprises, et puis aussi en termes de montant de cotisation éludées. Donc, sachez sur lequel on va souhaiter progresser. Et puis, grâce aux données qu'on récupère désormais depuis notamment les plateformes d'économie collaborative, on va pouvoir aussi mieux travailler sur la fraude aux cotisations dans ce domaine, avec donc le souhait de mettre en place des outils permettant de mieux régulariser finalement les sommes non déclarées ou sous-déclarées par les auto-entrepreneurs. D'accord, ouais, donc ouais, c'est un projet assez ambitieux. Dernière question, monsieur le directeur, last but not least, comme diraient nos amis anglophones. On va parler un peu du réseau des URSAF. Quid, entre guillemets, sur cette prochaine coche? Va-t-il évoluer? Est-il appelé à évoluer? Si oui, de quelle manière? Alors, nous, on considère qu'on a dans l'organisation actuelle, finalement, un réseau qui est bien équilibré. C'est-à-dire que, on l'avait déjà dit lors de la précédente COG et on le redira là, franchement, l'amaillage nôtre ne nous fait pas spécialement envie. Et d'ailleurs, on voit que l'État revient assez largement. Le précédent Premier ministre, d'ailleurs, il est assez critique hein, sur certaines des régions nôtres qui n'ont pas de sens. Donc, on est plutôt sur un souhait de stabilité en termes de configuration des organismes. Et concernant les implantations, là aussi, je crois que la demande ces dernières années, elle est plutôt dans le sens de la proximité. Et donc, on souhaite maintenir notre maillage et même d'ailleurs éventuellement rouvrir de l'accueil physique là où il était parti. Donc, finalement, on est vraiment dans une logique de stabilité du réseau. D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps. C'est Merci un à peu vous. précieux. Il y a beaucoup de choses entre le PLFCS et tout ça. Cette fin d'année qui s'annonce un petit peu tumultueuse. Merci beaucoup, monsieur Amgar. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction d'Espace Européen. À très bientôt. Au revoir.